Non, mais il y a un mec qui nous a dit que nos vidéos c'était sympa, mais ça avait un côté old school. Je veux dire, pour moi qui viens d'inaugurer ma page Facebook tenue par toi en vérité, Sylvain, et qui fait mes premières vidéos YouTube, c'est bien le minimum si ça a un côté old school quand même avec un mec dont l'habitude est de faire un journal papier sans publicité depuis 17 ans, c'est-à-dire un truc qui date de l'ère préhistorique. Moi je suis plus à l'aise dans les interactions et dans le fait de débattre avec des gens, de discuter de machin, ça me file de l'énergie, et de monologuer tout seul, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais bon, on va quand même continuer. Ouais. Pour nous, l'année, elle se termine quand même un peu en fanfare, parce que hier, il y avait une action avec les auxiliaires de vie sociale à Amiens. La semaine dernière, il y avait une AG avec Ecopla. Là, on est en train de surveiller nos téléphones portables, parce que les Italiens de Cookie, ils sont dans l'usine Ecopla, et il y a des salariés, une centaine de personnes. Regarde, tu peux montrer... Ah, une bonne centaine. Tu vois, c'est quand même dingue. On peut être fier parce que si on n'avait pas fait l'AG la semaine dernière avec 600 personnes à la Bourse du Travail, je pense pas qu'il y aurait le même blocage devant l'usine. Je suis d'accord pour faire comprendre le tableau sur les dividendes, mais comment expliquer simplement à quoi correspond un dividende? Bon, c'est mon tableau. J'en ai plusieurs comme ça, j'aime bien. Je vais devenir le... Comment il s'appelle le mec à la télé là, le chauve? François Langlais. Ouais, c'est un François aussi. Il était François en fait en politique. Voilà. Enfin en médiatico-politique. Je vais devenir le François Langlais. Donc bon, c'est mon tableau fétiche. J'en ai toute une collection là. On m'en fabrique au fur et à mesure. Mais donc, qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende, il y a deux manières pour les actionnaires d'être rémunérés. La première manière, c'est que le cours de l'action augmente. Et la deuxième manière, c'est que tous les ans, on leur verse de l'argent. On verse de l'argent aux actionnaires et cette part d'argent qui est en fonction du nombre d'actions qu'on détient, ça s'appelle le dividende. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, c'est bien compris, il y a deux manières de rémunérer ceux qui détiennent le capital d'une entreprise. La première manière, c'est que le cours de l'action augmente. La deuxième manière, c'est qu'on verse tous les ans une espèce d'intérêt. C'est le conseil d'administration, c'est le PDG qui décide de... c'est l'Assemblée Générale qui valide. L'Assemblée Générale, elle valide, mais enfin, les Assemblées Générales, elles ressemblent au comité central de l'Union soviétique. Elles décident, ou au Soviet suprême, elles décident à 99%. Quoi, hein. Et encore, quand il y a 1%, c'est vraiment qu'il y a des dissidents qui ont réussi à se glisser dans la salle. Donc voilà. Donc, c'est proposé en amont, en effet, par le conseil d'administration. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? C'est une donnée qu'il faut marteler. Je sais que je sors souvent ce tableau-là. Dans les années 80, c'est à peu près 4% de la masse salariale, c'est-à-dire du total qui était versé en salaire, qui partait en dividendes aux actionnaires. Ça correspondait à peu près à une semaine de congés payés. Aujourd'hui, on est passé au-delà de 13%. Ça veut dire que maintenant, ça a triplé. Et aujourd'hui, c'est comme si les salariés travaillaient 3 semaines par an pour les actionnaires. Donc là, on voit bien ce que ça peut signifier sur plein de plans, en termes de non-création d'emplois, en termes de non-partage du temps de travail. Et donc ce graphique, il montre une chose, c'est comment le travail oppresse le capital. C'est l'inverse, non? Ouais. Ce graphique, il montre une chose, comment le capital se nourrit sur le dos du travail, mais même comment le capital se nourrit sur le dos de l'entreprise elle-même. Parce que là, c'est le deuxième tableau, qui est peut-être encore plus hallucinant. C'est que dans les années 80, 40% des profits étaient versés en dividendes aux actionnaires. Le reste, ça pouvait partir aux salariés, mais ça pouvait aussi partir surtout en investissement. Et aujourd'hui, on est passé à 85% pour les actionnaires. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 15% maximum pour les investissements. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une quasi-vampirisation de l'économie, des entreprises, par les actionnaires. Nous sommes les amis des entreprises. Parce que les entreprises aujourd'hui, elles sont tuées par les détenteurs du capital. Donc voilà, alors elles sont tellement tuées par les détenteurs du capital, tellement vampirisées, qu'il y a un truc complètement hallucinant qui s'appelle le rachat d'actions. Voilà. On y est. Qu'est-ce que c'est que le rachat d'actions? Ça veut dire ça, une entreprise, elle fait des profits, elle va utiliser son argent, elle va utiliser sa trésorerie pour racheter ses propres actions et les détruire. C'est-à-dire que l'argent, le profit, sert à détruire des actions. Pourquoi? Quel est le but de ça? Le but, c'est que s'il y a moins d'actions, le cours de l'action va augmenter. Et donc, c'est une manière c'est une manière de payer encore davantage les actionnaires que de faire du rachat d'actions. Mais enfin, on voit le truc délirant quand l'argent sert à finalement détruire de l'argent. Tu vois? Et donc voilà. Donc, alors,
Je sais pas quel est son nom, mec, donc est-ce que c'est clair là? Tu trouves ça clair, toi? Juste historiquement, jusque dans les années 80, le mode de financement dominant des entreprises, ça n'est pas la bourse. Ce sont les banques, par exemple. Mais il peut y avoir un autre mode de financement aussi. Donc les banques, là, je vois qu'elles ont investi, par exemple, la Société Générale, Natixis, BNP Paribas ont dernièrement investi dans un pipeline qui devait passer sur une réserve indienne aux États-Unis. Un pipeline, même. Ouais, bon, on est picard, on le demeurera. Est-ce que l'argent, il est fait pour servir à ça? Est-ce qu'il est fait pour spéculer? Ou est-ce qu'il est fait pour servir à l'investissement dans les entreprises ici? Donc voilà, il y a une manière d'investir sans avoir à passer par la bourse, c'est les banques. Et il y a une deuxième manière, c'est que les entreprises utilisent leur propre trésorerie pour investir, puisque maintenant elles disposent quand même d'une trésorerie qui est assez considérable. Donc voilà, il y a des alternatives qui ont existé et qui peuvent encore exister, sachant qu'aujourd'hui les actionnaires ne sont pas vraiment utiles, ils bouffent le capital plus qu'ils ne lui rendent service aux entreprises, quoi. Toujours une question là, toujours du même, heureusement qu'il était là. Hein, Auras-tu un programme de proposition de loi et si oui, lesquels? Bon alors, je vais dire un truc, pour moi, ça va paraître un peu bizarre, mais il y a comme une mythologie du programme. Ça me fait penser à une séquence que j'avais vue en 1989, au moment où Ceausescu se fait jarter. Bon, on sait que c'était une révolution dans la rue, mais c'était aussi un coup d'État par les apparatchiks à l'intérieur de la Roumanie. Et les apparatchiks apparaissent à la télévision à ce moment-là, et ils disent voilà, nous sommes là, nous avons viré Ceausescu, et nous avons un programme. Et ils sortent un bouquin comme ça, mais un gros bouquin, hein, vraiment un pavé. Tu prends un truc de Dostoïevski. Ouais, au moins le bonheur fou de Jean Giono, tu vois. Et paf, et ils disent voilà, nous avons un programme, nous avons le programme, ne vous inquiétez pas, le programme est là, tu vois. Et en fait, le programme, il n'y avait rien du tout. C'était un bouquin qui était vierge. Mais bon, c'était pour dire qu'il fallait le machin qui dise on a le programme. Bon, alors, d'abord, moi, j'ai lu le programme de la France Insoumise, l'Avenir en commun, j'ai lu le programme du Parti communiste, on m'a envoyé aussi une base du programme de Nouvelle Donne, donc voilà. Après, je vais m'appuyer tout ça, parce que ça veut dire des centaines, des milliers de personnes qui ont réfléchi ensemble, donc il s'agit de s'appuyer là-dessus. En même temps, moi, je pense que le programme, c'est pas trop le souci, parce que des programmes, la gauche, elle en a eu plein, des très beaux, toujours plus beaux dans son histoire. L'inquiétant, c'est que, la surprise plutôt, c'est que quand ce programme est même ne serait-ce qu'un tout petit peu appliqué. Quelque part, c'est pas là-dedans que tu veux placer tout ton courage, quoi. Non, voilà, le programme, je vais. Après, je pense que j'ai plutôt envie de partir de situations concrètes. Là, voilà, les AVS, les auxiliaires de vie sociale. Bon, bah, si on était en mesure de faire une loi, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, bah, par exemple, là, on peut penser qu'il faut un vrai service public de la vieillesse et qu'on n'ait pas 15 000 statuts différents, un par département pour les auxiliaires de vie sociale, mais que ça soit un truc, que ça devienne des fonctionnaires et sans que ce mot soit une honte, parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens soient sous-payés, que ces femmes doivent courir de contrat après contrat, que si la personne âgée, elle décède, eh ben, elles perdent leurs revenus. Enfin voilà, bon, donc je pense que j'ai envie de partir de la même manière du périscolaire. Qu'est-ce qu'on ferait pour les centres périscolaires? Qu'est-ce qu'il faut offrir aux gamins? Quels moyens il faut mettre? Voilà. Donc Bigard ferme à Issy-sur-Somme. Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait pour lutter contre Bigard? Donc voilà, partir de situations concrètes. Une campagne, ça a un coût. Quel financement? Bon. D'abord, je vais faire si jamais il y a une campagne, parce que pour l'instant, moi je ne partirai que s'il y a l'union des forces à gauche du Parti Socialiste, je vais dire deux choses. D'abord, très concrètement, je vais faire un prêt de 32 500 €, quelque chose comme ça, auprès de ma banque, qui me sera remboursé si je fais plus de 5%, et j'ai la conviction que nous ferons plus de 5%, c'est pas le souci. Et ensuite, si on veut dépenser plus, eh ben, on fera appel aux dons, et puis voilà. Mais souvent, y compris dans les milieux militants, on place la question de l'argent au cœur du truc. L'argent dans cette campagne, et comme dans plein de trucs, ça n'est pas un problème. C'est pas le souci. Le souci, c'est d'avoir des gens
plus que d'argent, c'est de réveiller l'espérance dans les cœurs, c'est que de se sentir pas tout seul, de réussir à trouver des points d'ancrage à l'échelle là d'une circonscription pour qu'il y ait une mayonnaise qui prenne sur le terrain. Tout ça, ce sont des soucis, et des soucis que moi j'ai en permanence en tête. Mais en revanche, la question de l'argent, pour moi, elle est balayée, ça va aller tout seul. Lafleur, je vous le présente, parce que vous connaissez peut-être point. Bah, un petit peu. Je suis un cabotant, qui est de nos régions. Bonjour les camarades, comment vous allez? Mime un slogan, c'est bien boire, bien manger, mais rien faire. Bon, voilà. Ça, c'est le camarade Lafleur. Il a un truc, donc ça, c'est une marionnette qui est née pendant la Révolution française. C'est un nanar rouge, quoi, Lafleur, qui, en permanence, met des coups de pied au cul à... vous avez là son propriétaire. Voilà, ça c'est le propriétaire de Lafleur, et donc il lui met des coups de pied au cul parce qu'il paye pas son loyer. Là vous avez le gendarme qui prend évidemment aussi quelques coups de pied au cul. Là-bas au fond vous avez le procureur qui prend aussi des coups de pied au cul de Lafleur, c'est-à-dire tout l'ordre établi qui finalement de manière un peu désinvolte, moqueuse, frondeuse, rieuse, prend des coups de pied au cul de notre camarade Lafleur. D'ailleurs, quand j'ai lancé Fakir, j'ai eu un regret. C'est de ne pas l'avoir appelé Lafleur, mon canard. Bon, voilà. Donc, je me rattrape. C'est que tu connaissais pas? Si, bah, bien sûr que je connaissais. Ouais. Quand j'étais gamin, j'allais voir les spectacles de chez Cabotan avec Lafleur qui mettait des coups de pied au cul à tout le monde. Donc, je connaissais. Peut-être que j'osais pas me... C'était un gros héritage, je lançais un tout petit journal et peut-être que je sais pas, j'avais pas la prétention. Maintenant je vais avoir plus de prétention. Et je dis un héritage parce que donc il y a eu la Révolution française, mais c'est une marionnette qui renaît aussi dans l'entre-deux-guerres. Et elle renaît. Alors par exemple, on avait un copain qui s'appelait Frédéric Domont. Qui se déguisait en Lafleur et se prenait vraiment pour Lafleur. C'est-à-dire que lui, bien boire, bien manger, ne rien faire, c'était vraiment devenu son mode de vie, quoi. Donc un peu excessif. Il était géomètre à la ville d'Amiens, mais il n'était pas toujours là à l'heure, et c'est pas sûr que tous les trucs ils étaient construits bien droit, quoi. Et donc il se déguisait en Lafleur, et par exemple, lors d'un procès que j'ai eu, eh ben, il était allé recueillir à la fois la signature de Jeanne de Robien en pétition, et de Arlette Laguillet sur la même pétition. Donc la femme de Gilles de Robien et Arlette Laguillet de Lutte ouvrière. Bon, c'était un personnage. Et l'un des jours les plus drôles que j'ai vécu, c'est lorsque avec l'Académie, donc il est décédé malheureusement, et c'est lorsque avec l'Académie de chez Lafleur, on a été dispersé ses cendres entre guillemets avec un copain déguisé en prêtre à Holt, le long de la falaise. Et cet enterrement de notre Lafleur était l'un des jours où j'ai le plus rigolé, quoi. Ouais, parce que c'était fait de manière super drôle et puis tout ça, comme il avait su l'être dans sa vie. Mais je dis un héritage parce que voilà, c'est son grand-père, je crois, Maurice Domont, à Frédéric, qui avait relancé les marionnettes, et avec René Lamps. René Lamps, ça tu connais pas René Lamps? Ça dit quelque chose, le nom, mais... Ancien maire d'Amiens. Communiste. Ouais, député. Ah, si, maire communiste d'Amiens à partir de 1945. Pacifiste dans l'entre-deux-guerres. C'est lui qui, en 1936, lance les auberges de jeunesse à Amiens. Il relance donc la marionnette, il se fait sculpteur, il aborde un camion, je crois, il arpente le département pour aller montrer des spectacles de Lafleur un peu partout dans les villages dans l'entre-deux-guerres. Il entre dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et il devient, lui qui était plutôt sympathisant, pacifiste, peut-être un peu anard dans l'entre-deux-guerres, il devient l'un des dirigeants du Parti communiste dans la Somme, et avec, il a été connu pour son humanité, quoi. C'est lui qui me disait qu'il se battait contre les gens qui se faisaient virer des baraques. Oui, c'est voilà. Dans l'heure des expulsions, c'était un mec qui mettait son écharpe pour aller empêcher une expulsion. Mais je pense que ça, c'était quelque chose qui était assez commun aux élus communistes du coin. Mais voilà, donc c'est un héritage un peu anard rouge. Auquel j'aurais rajouté du vert. Non, mais voilà, c'est quelque chose dont on peut se revendiquer, et c'est une figure populaire. Donc voilà, j'espère être... je suis déjà de ceux qui mettent des coups de pied au cul symboliques aux puissants, et j'espère qu'on va pouvoir le continuer avec l'emblème de Lafleur, quoi. Allez, on va saluer. Comment tu dis ça mes camarades en picard? Ah, bah alors, ça c'est comme ça. AD. AD? Ah, c'est AD. AD chez les amis. Pourquoi?
Bah c'est AD, c'est comme ça se dit. D'accord, ok. AD, et si on veut vraiment orthographier. AD, hein, chez amis, on espère qu'on va à la revoyure, quoi, camarades. Hein. Allez, au revoir. Vu que je suis old school, il faut que je sois... C'est des bonnes fêtes. Bah voilà, des joyeuses fêtes à tout le monde. Hein, mangez bien, buvez bien avec chez gamin, quoi. Hein.